Merci d'accueillir sur scène le cofondateur et président de Simplon.co, Frédéric Bardot. Bonjour à toutes et à tous. Donc le thème du pitch, c'est les invisibles. Alors je vous rassure tout de suite, et j'ai commencé par ça, vous n'êtes pas rentré dans la 4e dimension, donc c'est pas du tout ça. On va pas parler des gens qui sont invisibles et qu'on ne peut pas voir, ou qui ont des super pouvoirs ou des capes comme dans Harry Potter. On va parler plutôt de ce type d'invisibles-là, donc de ces gens-là qui ne sont pas beaucoup représentés dans la salle, mais globalement pas beaucoup dans le numérique non plus, et aussi des territoires dans lesquels ils habitent. Puisque ce qui m'occupe moi dans la vie depuis assez longtemps, c'est à quel point est-ce qu'on peut rendre visible l'invisible dans l'Internet et faire en sorte que les personnes que vous voyez sur cette slide, et je vous conseille d'ailleurs de voir le film Les Invisibles, et les territoires dans lesquels ils habitent soient un petit peu plus présents dans le numérique. Quand Madi m'a proposé une keynote, et le sous-titre c'était « Comment endiguer la pauvreté dans les territoires et comment faire en sorte que les invisibles soient réintégrés dans le numérique ». Et je me suis dit, avant de parler de comment on peut le faire, j'ai d'abord envie de poser la question de savoir pourquoi ce n'est pas le cas. Pourquoi la technologie et l'innovation ne placent pas ces gens et leur territoire au centre du jeu. Et pourquoi même le numérique et l'innovation concourent, dans une certaine mesure, à empirer la situation de ces personnes-là et des territoires. On le sait dans le numérique, ça c'est une joke de Silicon Valley, la série. On dit souvent que le numérique permet de sauver le monde, qui permet de making the world a better place. Mais on sait aussi que ce n'est pas forcément ce qui se passe dans la réalité. Et on sait aussi que le numérique a des angles morts. Et pour prendre une autre série, vous savez aussi qu'il y a une forme d'effet délétère du numérique sur la société et sur la planète. Et donc la question que je me pose souvent, moi, et ça fait un petit peu longtemps que je suis dans le numérique et que je me pose cette question-là, c'est comment est-ce qu'on peut arrêter d'être schizophrène entre d'une part une partie de nous qui pense que pour sauver le monde, il suffit de mettre du numérique un peu partout. Donc ça, c'est la thématique de Evgeny Morozov, pour sauver le monde, cliquez ici. Et l'idée d'avoir une espèce de serment d'Hippocrate du numérique. Et pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai la chance d'avoir une femme médecin qui me le rappelle tous les jours. La première phrase du serment d'Hippocrate, elle est ici en latin, c'est « primum non nocere ». Et c'est donc en premier ne pas nuire. Et c'est vrai que ce qu'on se dit quand on est dans le monde du numérique, c'est que le numérique, c'est un outil formidable, mais s'il pouvait ne pas nuire, déjà en première instance, et si on pouvait réfléchir à la manière de l'utiliser sans que ça nuise à des personnes, ce serait vraiment une forme de numérique qui serait dans une mutation qui serait extrêmement importante. Les autres questions que je me pose, parce que moi ça fait longtemps aussi que je suis dans le monde du code et Simplon on forme des développeurs, c'est quand on forme des développeurs et qu'on le met sur le marché, ils sont très contents d'avoir des pouvoirs magiques et de faire des Hello World, pour ceux qui connaissent, mais il ne faut pas que ces Hello World en fait, génèrent des effets délétères qui font qu'assez vite on est obligé de s'excuser et de dire « désolé, le code que j'ai produit en fait, génère des effets délétères ». Donc le Sorry World, on essaie aussi de regarder comment est-ce qu'on peut limiter ces impacts-là. Et on parle souvent aussi de design responsive. On essaie de faire en sorte que le numérique soit responsive pour s'adapter à tous les types de devices. Mais en fait, on oublie assez que dans cette histoire-là, ce n'est pas forcément de s'adapter à tous les types de devices qu'il faut, mais de s'adapter à tous les types de personnes. Et donc, l'idée de passer d'un design responsive à un design responsable. Parce que le numérique a un fort pouvoir, il a aussi de grandes responsabilités. Je ne vous fais pas l'article sur le syndrome de Spider-Man, mais c'est ce genre de questions-là que je me pose depuis assez longtemps et que j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous. Le premier constat sur lequel j'ai envie qu'on échange, c'est que c'est l'idée selon laquelle celles qui ont le plus besoin du numérique, c'est ceux qui en bénéficient le moins. Donc c'est une phrase un peu forte que je vais étayer. Mais effectivement, moi j'ai fait des sciences politiques et en sciences politiques, dans les années 90, on me disait « Ah, mais il faut que tu lises ce bouquin des années 70 qui s'appelle Paris et le désert français ». Et c'est un bouquin des années 72 et ça n'a pas beaucoup changé 40 ans après parce qu'en fait, ça c'est la couverture ADSL et les zones blanches qu'on a en termes de connexion sur la fracture numérique d'accès. Donc vous voyez qu'il y a encore un certain nombre de zones blanches dans notre beau pays développé. Ça, c'est la carte du nombre de développeurs et du nombre de startups qui sont localisés en France. C'est une carte qui a été faite par le site Malte. Donc vous voyez que c'est une présence de l'innovation et du numérique qui est assez métropolisée et assez limitée aux grandes villes et notamment à Paris. En revanche, ça c'est la carte de la géographie prioritaire de la France. Donc c'est les territoires les plus fragiles, donc les quartiers politiques de la ville, les zones rurales et aussi les territoires d'outre-mer. Et vous voyez que cette carte, elle correspond assez à des cartes
qui sont défavorables en fait aux populations invisibles et aux territoires invisibles dont on parle dans cette keynote. Sur le type de population aussi, on aimerait se dire que le numérique c'est plein de diversité, mais en fait c'est pas le cas. Les gens qui font le numérique et qui bénéficient en premier du numérique sont plutôt des gens qui sont assez homogènes. Et ça, je ne vais pas vous faire l'article aussi là-dessus. C'est plutôt des hommes, plutôt des gens diplômés, plutôt des gens blancs. Et donc en fait, entre le geek et le nerd, en fait, il n'y a pas beaucoup de diversité. Vous voyez bien qu'en fait, on est dans une homologie, une sociologie qui est assez forte. Alors que dans notre magnifique pays aussi, on a plus de 13 millions, mais c'est plutôt 18 millions, c'est largement sous-estimé, de personnes qui n'ont pas accès au numérique ou qui sont en difficulté avec le numérique pour des actes du quotidien et des actes basiques. Et ces gens-là, en fait, sont assez homogènes socialement. Ça peut être une question d'âge, une question de diplôme ou une question de revenus, mais le numérique génère une forme d'illettrisme et d'exclusion qui est extrêmement homogène sur le plan social et qui pourrait confiner à ce que d'autres appelaient dans d'autres temps une lutte des classes numériques. Donc, je le fais de manière assez provocante. La deuxième idée que j'ai envie de partager avec vous, c'est que les impacts négatifs du numérique, parce qu'ils existent, Bernard Stiegler disait que le numérique c'est une forme de pharmacone, qu'il est à la fois un remède pour plein de choses, mais aussi un poison. Et le côté empoisonnant du numérique et les effets délétères du numérique, ils sont particulièrement marqués sur les populations qui sont déjà fragiles et déjà vulnérables. On l'a vu en termes de territoire et en termes de personnes. On peut le voir aussi sous un autre angle, en prenant par exemple l'impact que la transformation numérique a sur le monde du travail et sur les métiers. Vous savez qu'il y a un bouleversement qui est en cours et qui fait que l'automatisation, la robotisation, la RPA, l'IA est en train de révolutionner le monde du business, le monde de l'industrie et le monde du travail. Ça va générer un certain nombre de déclassements, un certain nombre de chômage technologique. Et en fait, cette période va voir arriver des déclassements et des chômages technologiques qui vont être principalement focalisés sur les personnes qui sont déjà fragiles, parce que peu diplômées, peu agiles, peu en capacité de se former elles-mêmes. Et donc on sait que la transformation du travail dans les prochaines années va toucher d'abord les plus fragiles, les moins diplômés et les moins formés. La deuxième chose, en termes d'invisibilité, c'est cette pollution cachée du numérique, cet impact négatif qu'il peut avoir sur l'environnement. Donc ça, c'est un sujet qu'on commence à entendre parler dans les écosystèmes, mais qui n'est pas au centre du jeu. Et ça, c'est pour le coup assez dommageable. Donc d'où l'idée aussi d'en parler ici aujourd'hui. On le sait, il n'y a rien de dématérialisé dans le numérique, il n'y a rien de virtuel et il n'y a pas de nuage. Tout ce qui est numérique en termes d'octets, de 0 et de 1 sont en fait des atomes et sont en fait du matériel. Il y a du matériel partout, il n'y a pas plus matériel que le numérique. Donc il y a absolument une invisibilisation du numérique en employant du vocabulaire qui est dématérialisé ou virtualisé. Et cette pollution du numérique, là aussi, elle va toucher principalement, comme l'ensemble du changement climatique, les personnes qui sont déjà plus fragiles. On le sait, Marc Andreessen l'avait dit, il était bien placé pour le faire en inventant un des premiers navigateurs et en étant VC. Le software est en train de manger le monde, mais il ne fait pas que manger le monde, il mange aussi nos cerveaux, il mange la planète, il mange notre vie privée, il est en train de manger notre démocratie. Et ça, c'est une question complètement centrale dans le monde du numérique, et c'est pourtant pas la question qui occupe la plupart des gens. Vous savez, je ne vais pas m'étendre là-dessus, qu'il y a la génération d'effets psychologiques du numérique sur les ados, les pré-ados, sur les enfants, sur la solitude aussi. On le sait que c'est corrélé. Et aussi, on sait le temps que prend le numérique et les écrans dans nos propres vies. Et c'est du temps qu'on ne consacre pas à faire autre chose. Ça, c'est des études qui sont vraiment très démontrées. Il y a des problèmes de santé publique derrière ça. Il y a quelques ouvrages qui sont sortis sur ces questions-là, notamment sur les ravages des écrans, sur les enfants, leur attention, leur sommeil et leurs résultats scolaires. Et ça aussi, ça me préoccupe beaucoup plus que de savoir comment le numérique peut résoudre la question de la pauvreté. Puisque là, on n'est pas du tout dans comment ne pas nuire, on est dans comment réparer des effets qui sont aussi alimentés par le numérique. Et ça, c'est un peu mon message, ça touche d'abord les plus fragiles et d'abord les plus précaires. De la même manière que les gens éduqués, riches et vivant dans les métropoles mangent mieux, ont une meilleure santé, ils ont aussi un meilleur usage du numérique. Et je me mets complètement dans ce panier-là, puisque moi-même, j'ai 5 enfants de tous les âges. Et en fait, je n'ai pas de Wi-Fi à la maison, mes enfants n'ont pas d'écran, donc ils me détestent, comme vous pouvez l'imaginer. Et je fais partie de cette caricature de gens qui sont dans la technologie et qui interdisent la technologie à leurs enfants.
Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez symptomatique du fait que seuls des gens qui sont vraiment très connaisseurs des effets de la technologie peuvent en prévenir les effets délétères, ce qui n'est absolument pas le cas sur les classes populaires où il y a des épidémies de myopie, de problèmes de comportement, de problèmes scolaires, voire de formes d'autisme, puisque là j'ai pris la photo d'un nourrisson qui se fait donner le biberon par sa mère avec un smartphone. Ça existe dans les classes populaires, même si ça vous paraît surréaliste, et ça a des effets délétères sur le développement des enfants. Donc quand je vous dis ça, forcément, ça fait un peu mauvais esprit. Ça fait 23 ans moi, que je me suis connecté à Internet pour la première fois, et je me souviens encore du premier jour où je me suis connecté, et j'ai eu une envie de se dire que ce truc allait changer le monde pour de vrai, comme nous tous. Et donc tout ça pour ça. Bah oui, tout ça pour ça. Donc je ne fais pas partie de la même catégorie que ces deux personnes que vous voyez là, que ce soit Tristan Harris qui a quitté Google pour monter une ONG sur le temps qu'on passe sur Internet et sur l'impact on va dire des designs un peu addictifs sur nos vies, ni Chris Hughes qui appelle à démanteler Facebook alors qu'il a participé à sa création. Moi, je suis plutôt entre le traître, pour le coup, et le Jedi de l'Internet. Donc, Jedi de l'Internet, c'est vraiment en toute modestie, mais c'est vraiment la première fois que je me suis connecté à Internet, je me suis dit que cette technologie allait servir pour faire des choses géniales, mais aussi des choses nulles, et que moi, j'allais essayer de passer ma vie à faire en sorte que le numérique soit utilisé uniquement pour ne pas nuire et aussi pour faire des choses positives. Donc depuis 23 ans, c'est le seul point commun de ma carrière et de mon existence, et même à titre perso. Donc j'ai écrit des livres sur ces sujets-là, j'ai monté des entreprises sociales qui utilisaient le numérique pour aider des ONG, pour faire du hacking, on va dire, civique et éthique. Et aussi, bien entendu, c'est ce qui m'a amené à cofonder Simplon en 2013 pour utiliser le numérique comme un levier d'insertion, d'emploi et d'aménagement du territoire. Donc il y a bien entendu une manière positive d'utiliser le numérique et de combattre la fracture territoriale et la fracture sociale. C'est le cas de Simplon, mais c'est le cas de l'ensemble des formations qui sont labellisées par la Grande École du Numérique. Donc ça, c'est une carte du réseau Simplon. Donc vous voyez qu'il nous reste encore un petit peu de travail sur la diagonale du vide dans le centre de la France et un peu dans l'Est. Mais on a des écoles partout où il y a des publics fragiles, dans les zones rurales, en Outre-mer et dans les quartiers politiques de la ville. Et Simplon, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a plein d'autres acteurs qui font ça. Donc c'est possible de faire de l'aménagement du territoire et de s'occuper des publics fragiles et de les faire monter en compétences avec des technologies numériques. Ça, c'est une classe Simplon, elle n'est pas prise au hasard, c'est une formation 100% femmes dans un quartier politique de la ville, je crois que c'est en Île-de-France. Et donc là, vous voyez que des femmes de tous les âges, de toutes les couleurs, qui sont en reconversion, qui ont décroché. C'est ce numérique-là qu'on essaye de promouvoir, parce que ces profils-là, on ne les trouve pas assez dans le numérique, et donc le numérique est, comme qui dirait, biaisé, puisque c'est toujours les mêmes catégories de personnes qui produisent le numérique. Sur l'IA, on a la même démarche avec Microsoft. On a créé une école qui forme des demandeurs d'emploi au métier de l'IA. Parce qu'on sait qu'il y a des biais algorithmiques, on sait qu'il y a des biais dans les données, mais il y a des biais aussi dans les gens qui font les algorithmes et qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc en diversifiant les professionnels de l'IA, on peut aussi amener à une autre forme d'IA, et pourquoi pas à des IA qui travaillent un peu moins à augmenter le taux de clic sur des bannières et un peu plus à essayer de sauver les enjeux qui sont les nôtres. Sur la médiation numérique et l'inclusion numérique, il y a des choses formidables qui se font aussi. J'attire votre attention, si vous ne les connaissez pas, sur le chèque haptique, qui est une espèce de titre restaurant pour se former au numérique quand on est exclu du numérique et qu'on n'arrive pas à accéder à ses droits. Donc l'inclusion numérique et la médiation numérique sont des enjeux formidables en termes de défis, mais il y a 18 millions de personnes à former en termes de stock et en termes de flux. Il y a un moment où tout le monde devient un illettré du numérique si vous ne continuez pas à vous former précisément. Et c'est des actions qu'on déploie aussi auprès des salariés. J'ai pris deux exemples. Donc, les éboueurs de Suez, quand la DRH a passé l'ensemble des arrêts de travail, des congés maladie et des dépôts de congés sur un outil dématérialisé, il y a 30% des salariés Reaper de Suez qui ne pouvaient plus déposer leurs congés puisqu'ils ne savaient pas utiliser une tablette, ils n'en avaient pas, ils étaient en forme d'illettrisme numérique. Donc on les a formés pour qu'ils puissent atteindre ce niveau d'accès à leurs propres droits. Et je prends l'exemple d'un facteur aussi, puisque la Poste a, comme vous le savez, changé complètement son modèle économique. Et l'ensemble des gens qui étaient facteurs et qui étaient au tri, comme on n'envoie plus de courrier, il y a une partie d'entre eux qui est reconvertie en mobilité pour devenir développeur et réintégrer la DSI, les différentes DSI de la Poste. Donc il est possible de devenir un professionnel du numérique quand on est illettré du numérique ou quand le numérique a détruit votre propre emploi. Ça, c'est possible, c'est ce qu'on fait tous les jours et c'est une bonne manière de prendre les choses. Les invisibles aussi, j'ai parlé de l'impact écologique du numérique. Il y a des manières de concevoir, de coder, de maintenir et d'héberger qui sont plus green que d'autres. Là aussi, on encourage beaucoup les professionnels du numérique à se saisir de ces sujets, à faire du green IT, à faire de l'éco-conception logicielle.
Et l'ensemble des gens qui sont formés à Simplon sont formés à ces techniques et également à celle de l'accessibilité numérique, puisqu'il y a des millions de nos concitoyens qui sont personnes en situation de handicap ou seniors avec des difficultés de vision ou de cognition, et ils n'ont pas accès à la plupart des services numériques qui nous sont proposés comme universels et comme ayant vocation à changer la vie des gens. En tout cas, eux, leur vie ne change pas puisqu'ils n'ont pas absolument accès à ces choses-là. Il y a énormément de collectifs de gens qui utilisent leur pouvoir et la technologie pour faire des choses bien. Donc là, il y en a quelques-uns. Beaucoup existent de manière bénévole. Donc si vous êtes des professionnels de la tech ou des gens qui avaient des profils techniques, vous pouvez aussi vous mettre au service d'ONG et de gens qui essayent de corriger les impacts négatifs du numérique ou de produire un numérique plus responsable. Ça, c'est très important. Parce qu'au fond, le numérique, si ça cherche à changer le monde, il faut que ça serve à régler des vrais problèmes pour des vrais gens. Et je ne suis pas sûr que l'ensemble du numérique qu'on nous propose en ce moment n'ait pas été créé pour des gens qui sont minoritaires et qui ont des problèmes qui n'existent pas pour la plupart des gens. On pourrait prendre plein d'exemples de la manière de partager ses appartements, de prendre des taxis ou des choses comme ça. C'est des choses qui n'existent pas dans la vie de la plupart des gens, donc ça nous interroge beaucoup. Et derrière ça, vous l'avez compris, c'est un peu provoquant aussi. Il y a quelque chose aussi qui confine au ridicule dans la Startup Nation. Il y a quelque chose qui est dissonant quand on voit l'ensemble de ce que peut produire l'écosystème, de ce qui peut être exposé au CES et de tout ce qui peut exister dans notre écosystème. Regardons bien à ce que cette Startup Nation, elle ne perde pas de vue le fait qu'il faut qu'elle ait une contribution positive, comme toutes les entreprises, comme chacun de nous, au sort des territoires les plus fragiles et des personnes les plus vulnérables. Pourtant, si la technologie veut adresser des objectifs de développement durable, il y a des milliers de rapports qui démontrent que l'IA, la robotisation, la blockchain et toutes ces belles technos et tous ces buzzwords ont un impact positif sur les gens les plus fragiles et les territoires les plus fragiles. Ça, c'est un rapport de McKinsey qui décrit par le menu l'ensemble des use cases qui permettent de progresser sur les 17 objectifs du développement durable. Il y a de la matière, il y a des use cases. En revanche, il n'y a pas de VC pour ces questions-là parce que, bien entendu, le modèle économique est assez particulier. Mais si on le calculait sur la base des externalités négatives et du coût humain et écologique que ça crée sur notre planète, bien entendu, ce seraient des entreprises qui seraient plus que rentables. Et ça, ce n'est pas uniquement un truc international. En France, il y a une organisation, une association qui s'appelle FEST, France Éco-Social Tech, et qui regroupe des acteurs qu'on appelle de la Tech for Good, qui ont choisi de mettre leurs compétences entrepreneuriales, leur intelligence et la technologie au service de l'atteinte des 17 objectifs du développement durable des Nations Unies. Donc vous avez des gens dans la Handitech, dans la Civic Tech, vous avez des gens dans l'éducation, dans plein de champs. Et en fait, partout, vous pouvez imaginer des solutions technologiques pour créer des choses qui augmentent le bien commun ou qui réduisent la fracture numérique, la pauvreté, la faim, la santé. Donc je vous invite à vous intéresser à ce collectif et à le rejoindre si vous avez envie soit de vous mettre au service des gens qui portent ces projets-là, soit de porter vous-même des projets. Et peut-être que votre prochaine start-up ou votre prochain employeur, ce sera un acteur de la Tech for Good et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vais finir avec quelque chose qui a l'air très désuet et en ce moment, il est de bon ton de critiquer la SNCF. Donc je ressors ce vieux slogan qui est sur une vieille télécarte qui a vraiment pris énormément de rides. Mais effectivement, à quoi ça sert l'innovation quand elle ne devient pas un progrès et à quoi sert le progrès quand il n'est pas partagé par tous? Merci beaucoup.